C'est de façon prévisible que la série The Witcher de Netflix commence doucement à se faire dévorer par les abysses. Oh, je ne parle pas de la qualité pure, mais bien de l'audience. Il faut comprendre que depuis l'annonce du départ d'Henry Cavill, les fans ont promis de boycotter la série et ça n'a pas loupé, en tout cas aux États-Unis. Autant le premier épisode avait plutôt bien attiré l'attention, malgré une baisse de vue de moins 15% par rapport à la saison 2, autant l'audience a chuté de plus de 40% au fur et à mesure des épisodes. Bon, ce n'est pas aussi dramatique que les 63% des Anneaux de pouvoir, mais les deux forment quand même une belle paire. Et encore, ce n'est que le début. Puisque la première partie nous a laissé sur un cliffhanger soporifique, je suis sûr que la moitié n'a pas compris que la suite arrive un mois plus tard, malgré la petite note de fin, puisque les 60% de survivants auront sûrement déjà oublié. Et je n'ose même pas imaginer comment ça sera lorsqu'Henry Cavill sera totalement remplacé par Liam Hemsworth, mais bon, l'avenir nous le dira. Si, Henry Cavill est toujours là, c'est la première phrase malaisante qui sert de marketing pour faire revenir les boycotteurs. Autrement dit, un aveu de faiblesse de la plateforme, ce qui prouve que l'annonce du départ de l'acteur n'était clairement pas prévue aussitôt, dévoilant un triste problème de communication au sein de l'équipe pendant le tournage. Je pense que ça a dû chauffer et qu'Henry Cavill nous donnera prochainement plus d'explications lorsque la saison sera complètement terminée. Dans cette vidéo, nous allons beaucoup parler, mais avant d'aller plus loin, vu que beaucoup de personnes me suivent pour The Witcher, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratis, et surtout allez voir ma playlist consacrée à The Witcher, vous y trouverez mes deux vidéos précédentes, l'une qui fait le point sur ce qu'est devenu la série, et l'autre sur la première partie de la saison 3, qui vous donnera déjà un bon aperçu de mon avis sur celle-ci. Beaucoup de gens ont repris sur le titre de ma vidéo The Witcher de Netflix n'est plus une bonne série, autrement dit, elle ne l'a jamais été. Bien que la première saison était bourrée de défauts, elle avait malgré tout d'énormes qualités qu'on ne retrouve plus dans la suite. Par exemple, le raccord de montage parfaitement calibré entre le combat de Geralt contre la Strige et la transformation de Yennefer. Le problème, c'est que les défauts, eux, sont tous aussi gros, et je vous renvoie à cette vidéo en annotation où je parle en détail de tout ce qui ne tourne pas rond dans la première saison. Et comme je vous l'expliquais dans ma vidéo consacrée à la première partie de la saison 3, même moi qui ai lu les livres me suis complètement perdu dans l'histoire. Je n'ose même pas imaginer les non-connaisseurs. Pour une raison mystérieuse, Netflix insiste pour bombarder sa série de personnages tous plus inintéressants les uns que les autres. Des personnages anecdotiques bénéficient soudainement d'une mise en avant excessive à en devenir indigestes. Pourquoi, nom d'une pipe, pourquoi mettre en avant Istred, Fringilla ou Stregobor pour finalement négliger le plus important comme Nilfgaard ou encore la relation Yennefer? Mais pourquoi ? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi avoir percé le mystère aussitôt sur le fait que l'empereur de Nilfgaard soit le père de Ciri pour finalement créer un récit sur lui qui ne raconte rien d'intéressant? Et ça complique encore plus la chose quand le dernier épisode de la première partie décide de montrer plusieurs fois les mêmes scènes dans différents angles pour différents points de vue. Mazette, c'est un bordel à suivre, ils ont réussi à compliquer une chose pourtant simple sans parvenir à nous tenir en haleine pour la suite. Au lieu de piocher dans le bestiaire de l'univers, la série va inventer ses propres monstres. Ce qui est étrange quand on sait qu'ils n'ont pas terminé de piocher dans les recueils de nouvelles et qu'il y avait matière à rendre ces histoires canon avec une belle quantité de monstres intéressants comme l'avait très bien fait le premier épisode de la saison 2. Et ce que je ne comprends pas, c'est la schizophrénie de cette série qui va soudainement retomber sur ses pattes en se rapprochant du livre pour s'en éloigner à nouveau plus tard. Comme je vous l'avais déjà expliqué, je pense que ces événements étranges sont dus à l'implication d'Henry Cavill, mécontent du travail des scénaristes, ce qui fait qu'on se retrouve avec un résultat en dents de scie. Bref, sans plus attendre, voyons ce que vaut ce final, mais je vous préviens, ça va spoiler. Épisode 6, stratégie et riposte. La traque de Ciri atteignant son paroxysme, le conclave sombre. Entre trahison et bain de sang, camps ennemis se dévoilent et rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, je viens de vous lire le pitch de Netflix et c'est un truc de ouf comment il ne résume absolument pas l'épisode. Ce pitch ne fait que résumer la surface en brassant de l'air. Donc voici mon résumé de cet épisode, sans langue de bois, c'est la baston sur Tanned. Voilà. Je viens de comprendre pourquoi ils ont séparé cette saison en deux parties. D'une part pour conserver leurs abonnés sur une plus longue période, exactement comme ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, mais d'une autre pour redonner un petit coup de boost en mi-saison. Car si la saison avait été diffusée entièrement, nul doute que la moitié ne serait pas allée jusqu'au bout, et serait donc passée à côté de la bataille de Tanned, qui est, j'imagine, le point culminant pour faire revenir les gens. Une belle petite technique de filoutage pour faire générer un pic d'audience, bien qu'il soit presque artificiel. Donc souvenez-vous-en, si cette saison fait un poil plus d'audience que prévu, eh bien c'est grâce à ça. Autrement, pour en revenir à l'épisode 6, toute la bataille de Tanned suit globalement les grandes lignes
correctement. On retrouve même quelques petits détails comme le fait que Dijkstra se fasse péter la jambe par Geralt. Et ça, c'est très pouce vert. Bon, évidemment, il y a toujours tout un tas de rajouts complètement inutiles qui complexifient la chose pour rien. Je ne sais même pas si Fringilla est vraiment censée être là à ce moment-là. La pauvre, on dirait qu'elle est paumée. Mais le plus gros problème, c'est surtout Rience qui se fait décapiter en 2-2 par Geralt. Ce dernier est bien censé décapiter un personnage à ce moment-là. En revanche, dans le livre, il s'agit de Terra Nova, donc un personnage secondaire qu'on ne voit pas, il me semble, dans la série. Donc là, ils ont décidé de tuer Rience comme un prout, et le hic, c'est qu'il s'agit en fait d'un des antagonistes principaux de l'histoire. Lui, Vilgefortz et d'autres que je ne révélerai pas. On se retrouve donc avec à peu près le même problème que la mort d'Eskel, mais en pire. Parce que pour le coup, Rience était vraiment important, et genre vraiment. C'est comme si on tuait, je ne sais pas, le roi sorcier dans Les Deux Tours. C'est comme si on tuait Fringilla, par exemple. C'est comme si Boromir mourait en pleine réunion. Bref, je m'arrête là. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils font ça. Est-ce par vengeance contre les livres qu'ils n'aiment pas, ou parce que ça arrange leur version qu'ils ont créée? On ne saura jamais. Autrement, même si l'action de cet épisode suit son cours normal, je trouve qu'il y a quand même un énorme problème dans la narration choisie. Celle-ci est bien différente des livres et manque de pertinence, de talent d'écriture pour être plus franc. Les romans jouaient beaucoup sur le fait qu'on ne voit pas l'image, et ainsi créent un suspense et des twists de cette façon. La série, de son côté, ne parvient jamais à retranscrire cet effet. Et je ne demande pas non plus la lune, je ne demande pas non plus quelque chose de spécialement original, juste d'un tout petit peu de créativité. Voilà. Sur la forme, je ne suis toujours pas fan de l'image, qui ici fait très série lambda, parfois trop colorée, parfois trop fade. Mais alors surtout, très gros problème de mise en scène lorsque Cahir refait enfin son apparition face à Ciri. Et là, je peux vous garantir que je ne vais pas lâcher cette scène parce que ce passage est légendaire dans les livres. Déjà, pour ma part, je m'étais imaginé une espèce de nuit pluvieuse, boueuse. Cahir arrive toujours avec son mystère. Normalement, on ne sait rien de lui. Sauf que la série, je sais pas, la série fait tout à l'envers. Cahir, on n'était pas censé savoir qui c'est avant ce moment. Il arrive face à Ciri tel un monstre, comme ça, avec une grosse armure, un casque, ailé. Je m'étais imaginé la scène au beau milieu d'une cour, tandis que là, dans cette série, ça se déroule au beau milieu de nulle part, en plein jour. Vraiment, c'est un jour clinquant. On ne ressent rien. Il y a pas d'émotion, il y a rien, il y a pas d'épicness. Ciri est censée être effrayée par la présence de Cahir. Elle pense que c'est un géant, un monstre. Mais vu qu'on ne le ressent pas, eh bien Ciri le dit verbalement. Et ça, c'est signe d'un gros problème d'écriture. Back to what? To my home he burned. To my family he killed. He's haunted my nightmares ever since. But I'm not afraid of him anymore. Et j'insiste toujours pour dire que ça n'a aucun sens que Ciri soit aussi pétée. Enfin là, elle le domine beaucoup trop vite. Normalement, c'est vraiment censé être une épreuve. Elle a du mal à le dominer. C'est, comment dire, un parcours du combattant. C'est là qu'elle parvient à faire preuve de son apprentissage de Kermoren. Sauf que là, dans la série, dans la saison 3, on la voit déjà se battre au début de la saison et ça ne marche plus. Et le bouquet final, c'est vraiment Geralt qui est derrière, posé à ne rien faire, en train de regarder avec des popcorn. Bref, ils ont raté quelque chose et j'insiste parce que je trouve que l'acteur qui joue Cahir est vraiment parfait. C'est un des rares acteurs qui est bien choisi. Il est parfait, il aurait été encore mieux avec un gros casque ailé, dans lequel on a du mal à voir son visage, et lorsqu'il tombe à genoux, c'est là que Ciri se rend compte que c'est en fait un jeune homme. Bref, une scène ratée comme il le faut, dommage. Dommage parce que c'est justement ce genre de scène qui fait que la saga littéraire est ce qu'elle est. Et c'est vraiment quand je vois ça que je me dis, mais, nom d'une pipe, invoquez-moi Peter Jackson. Invoquez-le. Comparez les deux scènes. Par exemple, regardez la scène des Nazgûl face à Frodon. C'est typiquement ce genre d'ambiance que j'imaginais pour l'affrontement entre Cahir et Ciri. C'est un grand moment. Et dans le film Le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas raté ce moment-là. Bref, c'est là qu'on voit la différence entre du talent de réal et d'écriture et une série faite sur commande, une série faite par des techniciens. Et maintenant que Vilgefortz s'est enfin révélé être le méchant principal de la série, je peux enfin dire que je n'aime absolument pas l'acteur choisi. Pouh, putain, c'est encore un mauvais choix. Pour ma part, j'imaginais plutôt un magicien, vous savez, avec une posture plus mûre. Le genre de personnage qu'on retrouvait beaucoup dans le Moyen-Âge européen. Vous voyez. Heureusement qu'à côté de ça, l'épisode pète plutôt bien, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, bon, même si c'est parfois un petit peu n'importe quoi. Et le seul truc que je trouve presque irréprochable, ce sont les chorégraphies de combat. En effet, j'aime beaucoup le combat entre Vilgefortz et Geralt, mais comme tout le reste, toute cette scène aurait bien plus de sens de nuit. Il me semble qu'un assaut pris par surprise se forme généralement la nuit. Après bon, voilà, je ne sais plus si dans le livre c'est comme ça. Par contre, la réal lors des combats est toujours la même. On a toujours ce foutu effet 360. Vous savez, le combat s'enclenche et là la caméra tourne autour des acteurs.
Bref, c'est un peu répétitif. Mais bon, écoutez, voyons un peu l'épisode suivant. Épisode 7 de Malampi. Après avoir emprunté le portail de Torlara, un portail dysfonctionnel, Ciri se fait donc éjecter dans un désert inconnu. Elle va apprendre à survivre dans ce désert et croiser la route d'une licorne qu'elle appellera affectueusement Petit Cheval. Monsieur trop mignon. Et pendant ce temps, Geralt, blessé par Vigefort, se soigne ses blessures à Brokilon. L'épisode 7, c'est pour moi, je crois, l'un des meilleurs épisodes de la série, et je pèse mes mots. Malgré le fait qu'il démarre sur la romance gay entre Jaskier et Radovid, à ce moment-là, je me suis dit, ah, vous voyez ça? Eh bien, ça ne sert à rien. Et oui, ça fait partie des nombreux arcs inutiles alors que Jaskier a bien plus de choses à raconter à la base. De plus, ça casse l'effet de solitude qu'on essaie de nous faire retranscrire dans cet épisode, consistant à ne rester concentré que sur Ciri. Du coup, on a tout un arc avec Geralt à Brokilon, un arc qui prend tout son sens dans le livre, puisque c'est ici qu'il rencontre pour la première fois Ciri. Chose qui, je le rappelle, a été complètement amputée dans la série, ce qui est très grave, mais bon. C'est donc la deuxième fois qu'on aperçoit Brokilon dans cette série, et vraiment, je vais me fâcher. Il y a des fessées qui se perdent, hein. Attention. J'ai envie de gronder les créateurs de cette série. Je pensais que 2 saisons plus tard, ils auraient fait quelques progrès, mais Brokilon est toujours d'une laideur extraordinaire. Mais pourquoi, nom du pipe, ils insistent avec cette espèce de lumière moche? Pourquoi ce maquillage à gerber, on se croirait, mais dans le pays imaginaire réimaginé par les remakes de Disney? Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, Brokilon est censé être un endroit féerique et fermé. Là, on dirait juste des clochards en cosplay du bois de Boulogne. Hey, t'as vu, j'ai des bouts de bois dans les cheveux et je suis une créature magique. Heureusement qu'on a tout le passage dans le désert qui prend la majorité du temps de l'épisode. Un passage qui était vraiment très bien. J'avais peur qu'ils bâclent le passage du désert comme des gros porcs, mais non, pas du tout. Non seulement ils ont eu l'intelligence de tout compiler au montage, sans interférer cette séquence par d'autres récits, mais en plus, c'est plutôt joli. Vraiment, visuellement, en termes de réal, on a de jolis plans, franchement c'est joli. Et même les créatures sont stylées, c'est dire. Même si bon, encore une fois, aucun sens comment Ciri est complètement pété face à ces monstres géants. What the fuck? Même Monster Hunter n'aurait pas osé. Mais surtout, même Geralt avec des élixirs ne tue pas des monstres aussi rapidement. Mais bref, de toute façon, on s'est mis d'accord avec ça, Ciri est trop pétée dans cette série. Ah oui aussi, je ne suis pas très fan des visions de Ciri. Des visions uniquement là pour que les actrices fassent leur cachet sur cette série, puisque bon, clairement, tu me retires ces visions, le résultat est le même. Mais bon, on va dire que je chipote. Il n'y a que la scène où Ciri voit ses amis souffrir que j'ai trouvé vraiment très cool en termes de réalisation. D'un côté, voilà, c'est l'actrice qui joue Falka est très mal choisie. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi une actrice d'origine indienne, mais voilà, c'est... Mieux vaut arrêter de juger le casting maintenant. Bref, écoutez, c'est parti pour l'épisode final. Épisode 8, le prix du chaos. C'est marrant parce que dans la saison 1, on avait un mot-clé qui revenait souvent, c'était destiné. Dans la saison 2, on avait la haine. Et là maintenant, dans la saison 3 et probablement dans la saison 4, on aura le chaos. Chaos looks like chaos. 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 What about chaos? Chaos doesn't exist. Après les funestes événements d'Aretusa, tous les camps vont établir proprement une nouvelle stratégie de leur côté. Geralt va donc se remettre sur pied et réapprendre à se battre, tandis que Ciri, une fois capturée dans le désert, croisera la route des rats. Alors, dans cet épisode, on voit Tissaia de Vries se suicider. Je ne me souvenais pas qu'elle se suicidait aussitôt, mais une fois de plus, ça aussi c'est fidèle. Par contre, je me souvenais pas que Yen popait par magie à Brokilon. J'ai pas compris d'ailleurs. Il me semblait que les dryades parvenaient d'elles-mêmes à soigner Geralt. C'est justement pour ça que Triss l'a emmené là-bas. Donc je ne sais pas ce que Yennefer fout là, bref. Et nous voyons également la mort du roi Vizimir. Et je tiens à préciser, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, que normalement, une fois le roi Vizimir mort, il se fait remplacer par un conseil de régence dirigé par Dijkstra et Philippa Eilhart. Et ce, en faisant croire au peuple que c'est la femme de Vizimir qui continue de diriger. Sauf que, et je pense que ça ne vous a pas échappé, Netflix a décidé d'assassiner sa femme. Bref, je ne comprends pas tous ces changements, je ne comprends pas ce que ça apporte, à part faire du sensationnalisme inutile. Et à côté de ça, comme je vous l'ai déjà dit dans le résumé, on voit pour la première fois la bande des rats, donc la bande de brigands. Il faut savoir que j'ai déjà donné mon avis sur eux, sur les rats, sur le casting, dans ma vidéo consacrée à leur spin-off. Parce que oui, un futur spin-off est consacré à eux. C'est du grand Netflix, puisque bon, ces personnages ne sont pas hyper intéressants, en plus d'être profondément malsains. Et c'est dans cette scène qu'on va voir Ciri faire sa première victime, alors qu'à la base, c'est une lutte, et c'est là qu'on ressent le fait qu'elle tue sa première victime. Cette série, c'est 90% de blabla pas toujours intéressant pour reboucher les trous qu'ils ont eux-mêmes créés dans la saison 2. C'est ballot. C'est du blabla, du ouin-ouin, du costume moche, et j'en passe. Parce que oui, j'ai mis 30 ans avant de comprendre que l'Asiate qu'on voit dans cet épisode est en fait Milva. Milva,
c'est un personnage légendaire, un personnage très connu. C'est l'un des personnages secondaires les plus charismatiques et les plus intéressants de la saga littéraire. Et son costume est ignoble! C'est ignoble! Vraiment, je ne suis absolument pas convaincu par son déguisement parce que c'est clairement un déguisement. Je vous invite à checker les fanarts, sa représentation dans les cartes du Gwent, mais surtout viser un petit peu les cosplays qui sont bien plus réussis que ce déguisement. C'est quoi cette coupe de cheveux? Mais c'est pas de la fantaisie, ça n'est pas moyenâgeux. C'est quoi, c'est Jean-Louis David ton coiffeur? Ce n'est absolument pas la Milva que j'imaginais, mais tout le style vestimentaire de cette série paraît complètement aléatoire. C'est aléatoire, fait sur le tas, sans réelle vision artistique derrière. Regardez la tenue de Triss, comment c'est ignoble. Regardez à quel point le look de Philippa est hideux. Regardez comme la cicatrice de Vilgefortz est complètement ratée. Au passage, j'en profite pour dire qu'on est censé découvrir bien plus tard à quoi ressemble Vilgefortz. Le fait qu'il porte une espèce de pierre à la place de l'œil, c'est un twist. Et le pire pour moi, je pense que c'est le look de Mistle qui est abominable. Vous savez, avec ces espèces de dreads teintés en blond. Alors oui, dans le livre, elle est en effet censée être blonde avec des cheveux courts, mais elle est ainsi parce qu'elle est blanche. En tout cas, ça tombe sous le sens. Là, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est un univers qui fonctionne comme le Moyen-Âge. Enfin, je sais pas, on est dans The Witcher, pas dans Zelda. Zut! Bon, je pense avoir fait le tour de cet épisode. C'était pas encore fini, je vais conclure, mais avant ça, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je vais organiser une partie commentaires, j'en ai sélectionné quelques-uns, donc c'est parti. Tout d'abord, je suis très content du retour positif dans ma vidéo précédente, ça me fait chaud au cœur. Beaucoup de gens m'ont rejoint, ont rejoint mon avis, beaucoup de gens sont venus pleurer dans mes bras en validant mes arguments, et j'ai donc sélectionné 3 commentaires qui vont bien compléter cette vidéo, parce que je suis complètement d'accord. En commençant par Renard X12, qui ne comprend pas pourquoi la série n'adapte pas trait pour trait les livres. Autant pour un film, c'est normal que ce soit compliqué, autant là, c'est une série. Il y avait largement de moyens. Et pour ma part, il me semble que c'est ce que la série Game of Thrones avait réussi à faire. En tout cas, les premières saisons. Apparemment, les premières saisons avaient adapté plutôt fidèlement les livres, trait pour trait, au dialogue près. Mais dans le cas de The Witcher, c'est un peu plus compliqué parce que la première saison adapte en fait les recueils de nouvelles qui ne sont pas racontés de façon chronologique. Donc le fait que la première saison soit un peu plus fouillie est parfaitement compréhensible. En revanche, la saison 2 et 3 adaptent des romans qui comportent 7 chapitres chacun, ce qui laissait largement, mais vraiment largement le temps pour une série d'adapter ça proprement. Et je crois qu'ils ont fait ça pour ne pas prendre le risque de ne pas montrer Geralt pendant un épisode, ou ne pas montrer du tout d'action lors d'un épisode entier. Donc c'est un débat plutôt compliqué. Nous avons aussi le commentaire de Thomas Ben Théo, je ne sais absolument pas, mais alors absolument pas comment ça se prononce, désolé, qui est plutôt content qu'Henry Cavill se soit tiré. Car en effet, Amazon l'a repris pour une série Warhammer 40 000 dans laquelle il aura les reines. À savoir qu'Henry Cavill est apparemment un gros fan des figurines Warhammer. Alors pour ma part, je ne connais absolument rien de l'univers, mais je suis quand même heureux. Donc, à voir. Et nous finissons sur les commentaires de Mandala Grenouille 1802 ainsi que Ilya Saou qui nous dit que j'ai oublié de parler d'une chose très importante et ils ont raison de le préciser. C'est l'espèce de romance complètement cheapos de Yen Geralt, très telenovela. Et moi ça, j'ai envie de vous dire un truc, c'est un petit peu à l'instar du premier film Suicide Squad. Vous savez que l'espèce de romance complètement pétée entre Joker et Harley Quinn, les scénaristes n'ont pas compris la romance Joker-Harley Quinn, tout comme les scénaristes de la série The Witcher n'ont pas compris la romance Yen et Geralt. Vu qu'ils ont inventé tout un arc sur Yennefer qui perd ses pouvoirs et qui tente de piéger Ciri, ils se retrouvent dans cette espèce de phase bizarre où Yennefer va devoir passer son temps à se racheter auprès de Ciri et de Geralt. Et c'est insupportable, puisque ce qui faisait la force de ce couple, c'était le fait qu'ils soient attirés comme des aimants, sans trop comprendre pourquoi, malgré leurs différences. Et ce, à cause ou grâce au djinn qu'on a pourtant vu dans la première saison. Donc les scénaristes devraient le savoir, ils devraient savoir ça. Pour vous résumer un peu la chose, la Yennefer des livres et des jeux vidéo, parce qu'encore une fois, les jeux vidéo sont infiniment plus fidèles aux livres, et vraiment, mais 100 fois plus, alors qu'ils ne sont pas canons, et en plus il se passe après, et tous les déroulés qu'on voit dans les jeux, c'est la suite logique de ce qu'on voit dans les livres. Comme par exemple Radovid, on y reviendra peut-être un jour. Mais bref, la Yennefer des livres et des jeux aurait complètement envoyé péter Geralt. Parce que d'une part, elle est extrêmement puissante, et d'une autre, elle, tout comme Geralt, c'est une femme très libertine. Et si Yennefer se casse, Geralt s'en serait battu les couilles, jusqu'à ce que quelque chose les rapproche à nouveau. Ça, c'est la relation Yennefer-Geralt qu'on ne retrouve absolument pas une seule seconde dans la série. Pour conclure gentiment tout ça, c'est toujours pas ça.
encore une fois. Dans cette série, il y a des hauts et il y a des bas. Parfois c'est fidèle, parfois non. On revient souvent au point initial des livres avec beaucoup de dégâts à côté. Mais surtout, sur la forme, ça ne va plus. Ça ne va absolument pas. On jauge entre les bons décors et les mauvais décors, les bons acteurs et les mauvais acteurs, les bons costumes et les très mauvais costumes. Je suis encore sous le choc de ce qu'ils ont fait de Milva. C'est pas Milva, hein, c'est vraiment, croyez-moi, c'est pas elle. Je m'imagine très mal visionner la suite de Switcher. Mais avec ce look-là, non, c'est mort. Ne serait-ce que son maquillage sur les yeux. Mais ça n'a aucun sens, bordel! Elle n'est pas censée être féminine, et au-delà de ça, c'est un univers un peu moyenâgeux. C'est ouf, la série est possédée par des gens qui ne comprennent pas l'univers. C'est aussi énervant que fascinant. Autre chose aussi, la créatrice a dit que le final de la saison 3 sera un espèce d'hommage au départ d'Henry Cavill. Et je n'ai pas compris où était l'hommage. Ils ont juste à raconter leur histoire normalement. Donc n'hésitez pas à me signaler un quelconque hommage dans les commentaires si vous avez vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière saison avec lui. Ça y est, c'est fini. Henry Cavill, adieu. Il était temps qu'il quitte cette série de fanfiction. Il mérite mieux. Donc voilà, cette série, c'est compliqué, c'est toujours pas ça, mais comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je m'en fiche un peu, car je ne prends plus cette série au sérieux. C'est plus une parodie qui nous fait patienter en attendant que cette franchise se fasse racheter par une production plus sérieuse, en attendant de nouveaux jeux qui ne vont pas se faire, j'espère, sacrifier sur l'autel de la déconstruction. Et pour conclure, juste une question pour les gens qui n'ont pas lu les livres et qui n'ont pas joué au jeu. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez envie de voir la suite ? Vraiment, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que là vous salivez à l'idée de voir la suite arriver dans la saison 4? Sans oublier le fait qu'Henry Cavill ne sera plus là. Parce que pour ma part, la sauce ne prend plus du tout, mais genre plus du tout. Et le fait qu'Henry Cavill parte n'arrangera pas la chose. Bref, je pense qu'il est temps que Netflix annule cette série. Voilà, ça a duré suffisamment longtemps comme ça. Ils ont largement rentabilisé leurs produits, maintenant ça suffit. Bref, les commentaires sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Comme à chaque fois, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.